Bonjour, je suis le docteur Richard Prasquet. Je suis heureux de partager avec vous ce webinaire qui est orienté sur le Covid et sur les défis de la vaccination. Ce webinaire est organisé, comme vous le savez, par Hadassah et l'AMIF. Et il va commencer par une introduction par le professeur Yoram Weiss, qui est le directeur du CHU de Hadassah Ein Karem. Cette introduction sera suivie de l'exposé de Madame Patricia Zimmermann, qui est la coordinatrice de la vaccination pour la région centre en Israël, coordinatrice au nom de la Clalit, la plus grande compagnie d'assurance israélienne. Et elle va nous exposer la logistique de la vaccination contre le Covid qui a fait l'admiration du monde, comme vous le savez. Ensuite, nous entendrons deux exposés de la part d'intervenants que vous connaissez. Le premier sera le professeur Philippe Alphon de Marseille, infectiologue à l'hôpital européen de Marseille, qui nous parlera des problèmes donc de la vaccination elle-même, du Covid, des variants et de la vaccination. Puis ensuite, le professeur Emmanuel Messas, président de Hadassah France et chef de service en maladie cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, où parlera des aspects cliniques du Covid. Et à l'issue de ces exposés, nous vous demandons instamment de poser le maximum de questions possibles. C'est l'objectif de cette heure de rendez-vous, de discussion, où vous puissiez exposer ce que vous voulez et posez vos questions par chat et nous essaierons d'y répondre au mieux possible. Voilà, c'est parti. Maintenant, nous allons écouter le professeur Yoram Weiss. Bonjour à vous tous, ou bonsoir en fait. J'espère que chez vous, en France, l'épidémie de Covid commence à être maîtrisée. Ici en Israël, on se trouve à ce moment-là dans une troisième vague de Covid. À ce moment-là, à Hadassah, nous soignons 140 malades de Covid, dont 23 sont dans une situation grave dans les soins de réanimation. Et nous, en même temps aussi, on est en train d'une vague de vaccination ici en Israël. Jusqu'à ce moment-là, 1,8 million de citoyens israéliens ont été vaccinés contre le Covid. C'est le taux de vaccination le plus haut dans le monde. À peu près 20% de la population a reçu déjà le premier vaccin. Nous avons mis à côté, pour tous ceux qui ont été vaccinés, des dosages pour maintenir et pour les donner le deuxième vaccin. En fait, Israël est dans un état où nous avons reçu maintenant encore une très grande quantité de plus de quelques millions de vaccinations de Covid, de soit Pfizer qu'on utilise maintenant, mais aussi de Moderna. Et très bientôt, on pense qu'on va recevoir aussi d'AstraZeneca. Jusqu'à ce moment-là, nous avons vu quelques réactions allergiques, mais en fait très peu, et il n'y avait pas aucun résultat grave d'une réaction allergique à ce moment-là ici en Israël. Nous espérons que dans un mois ou un mois et demi, plus que 60%, 70% de la population israélienne sera vaccinée, et à ce moment-là, on aura une immunité dans la population israélienne contre le Covid. Nous espérons en même temps que très vite, aussi en France et en Europe entière, vous allez avoir la possibilité de maîtriser l'épidémie avec des vaccinations dans votre continent. De Jérusalem, d'Hadassah, je vous envoie nos vœux de santé et j'espère de très bientôt, encore une fois, vous voir en personne ici à Hadassah, à Jérusalem. À bientôt.
Bonsoir, je suis absolument ravie de l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir vous raconter un petit peu ce qui se passe en Israël et comment nous arrivons si rapidement à vacciner autant de populations contre le corona par le vaccin de Pfizer. Il est important pour comprendre ce qui se passe en Israël de comprendre un petit peu le système de santé israélien. Tout d'abord, depuis de nombreuses années, a été votée une loi en Israël qui oblige en fait chaque citoyen israélien de cotiser pour une caisse de santé. Il y a en Israël 4 caisses de santé, la plus grande étant la Clalit, qui donne ses services à plus de 52% de la population. Elle est en fait la deuxième caisse par sa grandeur dans le monde entier. Et donc le système est que chaque personne reçoit, après qu'il ait cotisé, les soins dont il a besoin dans des dispensaires dans la communauté, qui sont absolument gratuits. Dans toutes les caisses, et aussi à la Clalit évidemment, nous avons dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque village, dans tout du nord au sud d'Israël, nous avons le corps médical qui donne ses soins aux patients. Le corps médical, c'est-à-dire des médecins de famille, c'est-à-dire des pédiatres, c'est-à-dire des infirmières et évidemment des pharmaciens. Et donc la personne qui arrive dans nos dispensaires reçoit un one-stop shop de tout ce dont besoin au niveau médical. Nous avons également une grande expérience comme le monde entier, par exemple le vaccin de la grippe, que nous donnons chaque année à une grande partie de la population, aussi bien les enfants que les adultes, de façon aussi très importante, mais avec des différences dont je vais parler après, des différences au niveau du vaccin lui-même, de la quantité et de la rapidité. La deuxième chose qui est très importante à savoir, c'est qu'en Israël, également depuis de nombreuses années, nous sommes le premier pays au monde qui a été entièrement informatisé. Les 4 caisses, tous les dossiers médicaux sont informatisés. Donc, toutes les données sont sur ordinateur. Et au niveau des vaccins, par rapport au vaccin de la grippe, tout est informatisé et toutes les données vont des caisses de santé au ministère de la Santé, parce que quand on fait, par exemple, le vaccin de la grippe, le ministère de la Santé doit savoir quel est le pourcentage de la population qui a été vaccinée. Donc, par rapport à ces deux qualités de base, d'une part, qu'on est partout en Israël, dans chaque endroit, et d'autre part que tout est informatisé, nous avons pu commencer à organiser la logistique du vaccin de Corona. La chose que nous ne savions pas au début, bien qu'il y a eu beaucoup de sondages, c'est quelle serait la motivation et la rapidité à laquelle la population voudrait se vacciner. Nous avons fait beaucoup de sondages avant que le vaccin arrive, surtout sur le corps médical, puisque nous étions les premiers à nous vacciner. Nous avons vérifié combien de médecins voudraient se faire vacciner, combien d'infirmières dans les hôpitaux, dans les dispensaires, et nous avons vu que à peu près ce qu'on vaccine pour la grippe, c'est-à-dire un pourcentage qui n'est pas très haut. La population elle-même, je sais que tous mes amis, tous les gens que je connais me posaient la question, on dit moi en tant qu'infirmière qui dirige, etc., qu'est-ce que tu penses du vaccin? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut le faire rapidement? Et la plupart des gens me disaient non, nous on veut pas être les premiers. On veut attendre de voir ce qui se passe et après on le fera. Mais quand le vaccin est arrivé, les gens en ont tellement marre de ce qui se passe avec la corona. En fait, tout le monde a voulu se faire vacciner et nous voyons que plus de 70% du corps médical et des infirmières se sont fait vacciner ou se font vacciner, et la population elle-même veut vraiment se faire vacciner. Donc, en un temps extrêmement court, nous avons réussi à vacciner énormément de monde. Comment avons-nous fait ça? La première chose à savoir, c'est que le vaccin de Pfizer arrive congelé à moins de 70 degrés, donc il arrive au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, par rapport aux demandes que font chaque région dans chaque caisse, donc toutes les semaines, on prévoit par les données que nous avons, en sachant quelle est la quantité de personnes et dans quels âges, puisque nous avons commencé par tranche d'âge, qui va se faire vacciner, et nous commandons nos vaccins par rapport à la quantité qu'il y a en Israël. Nous faisons chaque jour, la pharmacienne et moi dans ma région, qui donne un service à 750 000 personnes, nous faisons chaque jour, nous regardons sur l'ordinateur donc combien de personnes ont été vaccinées, combien on a prévu qu'ils soient vaccinés, combien d'infirmières travaillent dans les dispensaires. Je vais immédiatement vous raconter comment ça se passe à ce niveau-là. Donc nous commandons les vaccins. Les vaccins au départ sont arrivés
par quantité de 1000 à chaque plateau. Donc 1000, et comme ils ont été décongelés par le ministère de la Santé, ils arrivent donc dans les dispensaires quand ils sont bons en fait pour entre 4 et 5 jours. Des fois, 2 jours et demi. Donc on prend entre 2 jours et demi et 4 jours, et à chaque fois 1000 vaccins minimum à chaque centre que nous avons ouvert. Donc à cause de cette donnée, nous avons dû prévoir dès le départ d'ouvrir des dispensaires avec énormément d'infirmières qui travaillaient en même temps, pour que l'on puisse ne jeter aucun vaccin et donc en donner rapidement à la population. Donc nous avons prévu des centres, des fois dans les dispensaires où il y avait de la place, ou bien à l'extérieur des dispensaires, dans des endroits qui sont aujourd'hui pas utilisés à cause du corona, comme des centres comme les GMC et tout ça, qui sont pas utilisés. Donc on s'est installé là-bas avec tout notre matériel pour permettre aux infirmières de travailler de façon la plus professionnelle, avec les ordinateurs, tout ce qu'il fallait en tant que matériel, et les frigidaires, etc., etc. Et donc nous avons commencé de cette façon par des grands centres. Nous avons aujourd'hui dans ma région 6 centres, dont entre 14 et 18 infirmières qui travaillent en même temps, de 8 heures du matin à 8 heures du soir. La population, contrairement à ce que les gens pensaient faire, c'est pas ce qu'ils ont fait. Tout le monde veut se faire vacciner. Donc nous avons en fait, par le ministère de la Santé, il y a des décisions qui sont prises chaque semaine. Qui se fait vacciner? Quand évidemment nous avons commencé par les personnes âgées, comme il se passe partout au monde, vu que évidemment la corona est la plus dangereuse pour cette population-là. Donc les infirmières nous avons évidemment prévu toutes les explications auprès des infirmières. Nous avons fait des réunions, nous avons fait des films pour pouvoir leur donner toutes les explications, comment préparer le vaccin. Il y a dans chaque backbook, dans chaque flacon, il y a entre 5 et 6 doses. Donc, quelle est la dose, comment le faire, etc. Et nous avons également eu l'aide depuis déjà 2 semaines par l'armée aussi d'infirmiers de l'armée qui viennent nous aider, et nous faisons donc des vaccins à la population. Nous avons avec le temps, le ministère de la Santé et Pfizer ont réussi à diminuer la quantité de doses qu'il y a dans les plateaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons commander différentes quantités de vaccins suivant l'endroit où nous voulons vacciner. Si nous voulons vacciner dans un village où il y a peu de personnes, nous pouvons commander des vaccins en petites doses, c'est-à-dire on prendra par exemple 100 vaccins par jour et pas 1000 vaccins par jour. Donc ça nous permet d'adapter la vaccination à l'endroit où nous le faisons. Au fur et à mesure, évidemment, que nous descendons l'âge de la vaccination, nous avons de plus en plus de population qui se fait vacciner. Le challenge est encore plus compliqué quand nous avons commencé depuis la semaine dernière à vacciner la 2e dose. Donc aujourd'hui, nous vaccinons aussi une certaine population sur la première dose et une certaine population sur la 2e dose. Donc il faut effectivement faire chaque jour les calculs pour savoir combien de 2e doses nous avons à donner, puisqu'il faut se rappeler que le vaccin de Pfizer n'est tout à fait positif que après 21 jours entre les 2 doses et 1 semaine après la 2e dose. Donc tout ça est sur ordinateur. Nous savons à quel jour la personne est arrivée au 21e jour et nous la convoquons pour recevoir le 2e vaccin. Nous espérons très rapidement, on a fait déjà 2 millions de vaccins, donc nous pensons que d'ici 1 mois, on pourra pratiquement terminer toute la population adulte par ce vaccin. Pfizer actuellement fait des recherches pour essayer de baisser l'âge de moins de 16 ans. Aujourd'hui, le vaccin de Pfizer n'est bon qu'à partir de 16 ans. Et nous avons commencé aussi à vacciner avec Moderna. Mais donc, par évidemment l'infrastructure que nous avons pu faire ça. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu raconté, un petit peu donné une idée de ce qui se passe. C'est absolument extraordinaire, c'est absolument... les équipes travaillent jour et nuit, mais avec un amour et un espoir énorme
que nous arrivons à la fin de cette corona et que bientôt nous allons retrouver nos vies normales. Donc j'espère qu'effectivement c'est ce qui va arriver dans le monde entier et je souhaite à tous les pays du monde d'arriver rapidement à la quantité de vaccins que nous avons déjà fait. Merci pour m'avoir écouté. Merci. Bien, je constate qu'en Israël aussi, il y avait des réticences et puis qu'au moment où les vaccinations ont commencé, les réticences finalement ont peu à peu disparu. Et c'est un des sujets certainement dont on va nous parler le professeur Alphon, à qui je laisse maintenant la parole. Très bien, bonsoir à tous. D'abord, au nom de la MIF, je voulais vous remercier également pour votre invitation. Je suis très honoré d'être ici. Je pensais plutôt qu'on allait plutôt faire un échange de questions-réponses et pas un exposé formel sur la vaccination, mais je vais quand même m'exprimer d'abord pour dire à quel point on est émerveillé et admiratif de l'organisation en Israël, comme on a pu le voir au travers de ces deux reportages. Et donc, bien sûr qu'on est extrêmement loin dans le reste des pays du monde de cette organisation et cette distribution des vaccins, comme vous le savez, avec la difficulté qu'on a en Europe et en France particulièrement pour pouvoir être approvisionné en vaccins. Mais c'est un sujet qui est bien sûr d'actualité et qui est discuté au quotidien comme vous l'entendez. Moi, je voulais dire aussi avant de débuter que finalement, ni aucune mesure, distanciation sociale, mesure barrière, et ni aucun confinement, déconfinement, ni couvre-feu n'a permis réellement d'arrêter la progression du virus. Et on a toujours, ou alors il a diminué temporairement, mais après, il y a eu des vagues de contamination successives. Et donc, j'allais dire que la vaccination est d'une des seules armes qu'on a aujourd'hui à tous les vaccinosceptiques, parce que également, comme dans beaucoup de pays, en France, il y a beaucoup de vaccinosceptiques. C'est simplement pour dire que finalement, si on ne se vaccine pas, on ne pourra pas se protéger efficacement contre l'infection par le coronavirus. Alors bien sûr que les objectifs de la vaccination, ils vont permettre à la fois à l'échelon individuel d'obtenir une protection, mais également l'objectif c'est une protection de groupe qui n'a pas pu être obtenue avec ce qui s'appelait l'immunité, puisqu'on a pensé à un moment donné qu'on aurait pu obtenir une immunité naturelle qui aurait pu peut-être protéger et se débarrasser du virus, mais ça n'a pas été le cas, même dans de très nombreux pays. Vous avez eu l'exemple, par exemple, à Manaus, où plus de 75% de la population a été infectée, il n'y a pas eu d'immunité de groupe, il y a eu des recontaminations. Et bien sûr, l'objectif, c'est vraiment de diminuer la transmission du virus et, in fine, de pouvoir diminuer l'incidence de la maladie induite par le virus. Parce que, comme vous l'avez et vous le vivez actuellement dans différents pays, on assiste aujourd'hui, comme ça se passe en Israël, mais aussi au travers de nombreuses régions au travers le monde, un regain très important, et on va en parler après, notamment avec une nouvelle souche virale qui est extrêmement contagieuse, qui fait qu'aujourd'hui, on a un afflux de patients dans nos hôpitaux. Nous-mêmes à Marseille, dans notre hôpital où j'exerce, on a donc un service qui se remplit de patients Covid, à la fois en hospitalisation et en réanimation. Alors, tout ça pour dire que finalement, on a eu la chance extraordinaire d'avoir en peu de temps la mise au point d'un vaccin qui a fait couler beaucoup d'encre, comme on vient de nous expliquer, parce que tout simplement, en fait, il n'a pas été conçu de la manière dont on connaissait avec des virus atténués ou adénovirus ou autres protéines virales mises avec des adjuvants pour permettre de booster une immunité. Mais c'est vrai qu'avec un procédé qui utilisait les ARN messagers, dont vous avez beaucoup entendu parler, et qui a inquiété énormément de personnes. Et finalement, cette situation inédite qui fait que finalement, il a fallu 6 mois entre la déclaration de l'épidémie et la mise en place des essais de phase 3, ce qui fait qu'en 9 à 10 mois, il y a eu déjà des premiers résultats d'efficacité clinique et moins d'1 an
entre la découverte d'un nouvel agent infectieux et le début d'une vaccination. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment une chance pour nous et pour l'humanité de pouvoir revivre normalement. Et comme l'a dit le Premier ministre Benjamin Netanyahou, de pouvoir, avec l'aide de Dieu, à Pessah, de refaire la Haggadah de Pessah, où vraiment le fils va pouvoir être Maguide avec son père et raconter l'histoire de Pessah. Et comment ça a été possible, cette prouesse technologique? D'abord, il faut dire que les progrès scientifiques en immunologie et en virologie ont permis déjà dès janvier, et ça on le doit aux Chinois, d'avoir pu de séquencer tout ce virus et de pouvoir cartographier ce virus. Donc on connaissait déjà très rapidement toute sa séquence à l'acide nucléique. Ensuite, c'est que l'existence aussi de technologies, et ce qui a été très important, de plateformes déjà développées pour d'autres vaccins, ce qu'on appelait les plateformes vaccinales. Et donc, en particulier, pour préparer une maladie infectieuse émergente, elles ont pu être adaptées au Covid, c'est-à-dire qu'en fait, elles existaient déjà. Quand on parle de l'ARN messager, mais ça fait 40 ans que des travaux ont lieu sur les ARN. Et il y a aujourd'hui des médicaments qui sont commercialisés dans l'amylose ou les porphyries utilisant des ARN. Donc aujourd'hui, en fait, la technologie utilisant des ARN ou ARN interférents ou ARN messagers n'est pas une technologie nouvelle. Et donc là aussi, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'en fait, il y a eu tout un champ de recherche extrêmement important et de chercheurs qui se sont mis justement à mettre au point, mais sur déjà un acquis technologique et scientifique extrêmement fort. Ensuite, il y avait également la connaissance qu'on avait des autres épidémies. Comme vous le savez, il existe plus de 7 coronavirus, et en particulier les autres coronavirus hautement pathogènes, comme le SARS-CoV-1 ou le MERS, donc pour lequel en fait il y avait déjà une connaissance, et en particulier l'identification de la spike, la protéine spike, qui permet de rentrer dans la cellule sur son récepteur ACE2, qui a déjà été identifié, qui était connu comme réellement une cible très intéressante qui permettait de générer des anticorps neutralisants. Et donc cette protéine spike avait déjà été pré-identifiée comme la protéine majeure qui permettrait justement de pouvoir mettre au point un vaccin. Et bien sûr que ces ARN messagers ont pris cette protéine spike sur laquelle il y a eu beaucoup de travail de fait par les précédents coronavirus pour pouvoir justement permettre la mise au point de ces ARN messagers et de la génération de la protéine qui ensuite allait être présentée aussi une présentatrice de l'antigène, puis aux lymphocytes T et B pour la production d'anticorps et de cellules cytotoxiques. Et puis ce que j'allais dire aussi, c'est que c'est une exceptionnelle mobilisation des équipes de recherche, puisque franchement, tout le monde presque s'est arrêté au niveau de la recherche pour pouvoir se concentrer face à cette pandémie. Et puis, toutes les équipes se sont mises à travailler, ont arrêté leur programme. Les équipes qui travaillent sur des vaccins ont arrêté leur programme pour se concentrer réellement sur la production d'un vaccin contre le coronavirus. Et également les États. Tous les États ont participé de manière très importante au financement. Quand vous avez entendu Pfizer, Moderna, ou Janssen ou Astra, il y a eu des sommes considérables données par l'intermédiaire d'instituts comme le BARDA aux États-Unis, mais sommes à plusieurs milliards parfois qui ont été données pour pouvoir préempter des vaccins pour les différentes personnes des différents pays. Et donc, ce cofinancement a permis également une accélération de cette recherche. Ensuite, j'allais dire, il y a eu aussi une mobilisation des volontaires, c'est-à-dire que auparavant, la lenteur des essais vaccinaux, c'est qu'on n'avait pas de volontaires. Mais là, en fait, il y a eu une telle pandémie, puisqu'on est à plus de 100 millions d'individus infectés au travers le monde. C'est vrai que beaucoup de volontaires étaient présents pour dire on veut être volontaire pour pouvoir se vacciner. Et donc, l'anticipation à la fois des industriels et des États a permis une prouesse technologique extraordinaire qui a permis donc la mise au point de ces vaccins à un temps très court. Peut-être, Richard, je vais peut-être m'arrêter là, puis on va peut-être parler de l'efficacité, des effets secondaires ou des questions, peut-être au cours des questions, pour laisser la place peut-être à Emmanuel, ou si vous voulez, Richard, je peux continuer. Non, comme vous voulez. Voilà, je pense que le mieux, c'est de laisser la place maximale aux questions
et vous pourrez ensuite développer tout ce que vous désirez à l'occasion des questions. Je vais laisser maintenant la parole à Emmanuel Messas qui va nous parler des aspects cliniques du Covid aigu, et probablement que tu vas nous parler aussi de ce qui semble venir peu à peu au premier rang des inquiétudes, c'est-à-dire le Covid chronique. Voilà. Vous m'entendez? Oui, oui. C'est bon? Et donc, je remercie un peu tout le monde, le professeur Philippe Alphon, le docteur Richard Prasquet, et la MIF, la NASA, l'ambassade d'Israël pour avoir réalisé cette réunion sur le Covid. Et c'est vrai, comme l'a dit Richard, c'est une réunion qui se veut interactive et il faut donc que les gens puissent chatter des questions pour qu'on puisse enrichir cette soirée. Pour ma part, je suis cardiologue et spécialiste des maladies vasculaires et on a vécu ce Covid effectivement comme une sorte de tsunami qui est venu en fait complètement transformer l'organisation de l'hôpital en mars et maintenant encore en septembre. Et on a l'impression effectivement, comme l'a dit le professeur Alphon, que c'est en train de remonter une troisième fois avec un nombre croissant de patients en réanimation, en soins intensifs de pneumologie, pas encore en service classique pour l'instant pour nous, mais on a l'impression que ça ne va pas tarder. Alors c'est vrai que nous, sur notre aspect, puisque le but c'est de parler un peu de l'aigu et du chronique, sur notre aspect, on a vécu très vite l'aspect Covid thrombose, hein, comme on l'avait dit déjà la première fois, où on a vu des phlébies, des embolies pulmonaires beaucoup plus rapidement que dans les autres maladies, avec des maladies même vasculaires, des thromboses artérielles, des artères, ou même des AVC, des infarctus, des myocardites, des péricardites, qui sont vus en aigu et qui nous ont un peu désarçonnés parce qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de complications, autant de tropisme vasculaire de ce virus, et avec aussi, on va en parler sur le tardif, des modifications du système cardiovasculaire, où les patients ont des dysautonomies avec de la bradycardie, ralentissement de la fréquence cardiaque ou de l'accélération de la fréquence cardiaque, une dysautonomie avec une hypertension artérielle qui se développe. On a même eu des dissections artérielles dues au Covid. Donc, ce Covid, c'est vrai qu'il a un tropisme initial pulmonaire, mais après, on a eu le droit à une cascade de complications qui a un peu désarçonné la prise en charge de ces patients, initialement en tous les cas. Maintenant, puisqu'on va parler de l'historique de la prise en charge du Covid, les choses sont beaucoup plus mieux cernées. Lors de la deuxième vague, donc, on a d'abord rechangé l'organisation hospitalière, puisque cette organisation initialement a été complètement refondue, ce qui faisait qu'on avait des orthopédies, on avait des patients Covid dans un service d'orthopédie avec des médecins gériatres et un chef de service néphrologue pour le tout s'occuper de patients Covid. Donc vous imaginez un peu l'organisation. Maintenant, les choses sont mieux faites et par exemple dans mon service, en septembre, la moitié était Covid, l'autre moitié ne l'était pas, mais c'était avec les mêmes médecins, les mêmes internes, les mêmes infirmières et la même prise en charge, et ce qui a permis que déjà les équipes médicales et paramédicales étaient bien mieux formées et ont moins subi cette deuxième vague, et des patients qui ont eu une meilleure prise en charge. Deuxième chose qui a beaucoup changé, la participation massive de la ville, de la médecine de ville, dans cette prise en charge, où il y a moins eu la peur de la prise en charge du patient, et finalement que les patients graves allaient aux urgences, en réanimation et à l'hôpital, et beaucoup de patients inclus avec oxygénothérapie ont pu être pris en charge en ville avec des cocktails différents. Certains mettaient le plaquenil, d'autres mettaient la double antibiothérapie avec le dexaméthasone, assez rapidement finalement, le zinc, vitamine C et autres, qui ont permis finalement globalement d'éviter la transformation du Covid moins grave au Covid grave. Alors on sait qu'on ne comprend pas pourquoi certains patients vont développer le Covid grave versus le Covid moins grave, bien qu'il y a des publications qui ont été sorties sur Science, etc., sur l'interféron, et que finalement il y a une prédisposition génétique qui fait que malheureusement certains vont vers la cascade cytokinique et vont se transformer en maladie grave avec une défaillance polyviscérale. Donc voilà un peu l'historique de l'aigu. On a l'impression que l'aigu est mieux appréhendé tant à l'hôpital
qu'en ville, que l'organisation sanitaire s'est mieux faite sur la prise en charge, malgré le fait que malheureusement on a l'impression de voir la troisième vague se profiler, probablement due à un virus qui est plus virulent et où on a une sorte de propagation du virus qui est plus rapide. Pose la question maintenant du post-Covid, puisque effectivement on a vu venir une deuxième vague de patients, et là c'est la question de Richard, par rapport aux séquelles de ce Covid. On a le post-Covid à 3 mois, le post-Covid à 6 mois, et là on a vu venir des gens avec des douleurs thoraciques, avec des tachycardies, avec des essoufflements, alors même que le scanner pulmonaire était normal, que les EFR étaient normales, qu'on prenait les gaz du sang et la saturation était normale, mais malgré tout, il est resté 2 types ou 3 types de symptômes, des symptômes cardiovasculaires typiques, avec parfois même des vraies complications cardiovasculaires, ou des symptômes un peu subjectifs, à type de douleur thoracique, d'essoufflement, alors même que objectivement il n'y avait rien qui se passait. On a pu voir des péricardites au long cours, des myocardites au long cours, hein, après 3 mois, qui se sont développés. Il a fallu prendre en charge cela, comme d'ailleurs certains virus peuvent donner cela. La deuxième chose qui a beaucoup frappé, c'est le neuro-Covid, hein, l'aspect neurologique du Covid, avec des patients qui se sentent un peu dans le brouillard, avec des vertiges, avec malheureusement des vrais accidents vasculaires. Et on sait que probablement ceux qui ont perdu le goût et l'odorat, il y a une sorte d'atteinte d'encéphalite, hein, qui peut être alors à bas bruit, mais qui peut participer à des séquelles de Covid très invalidants. Et il y a des groupes maintenant de patients qui se forment post-Covid, on appelle ça le Covid long. Et nous organisons sur Pompidou, et je pense qu'il y a sur d'autres centres, des hôpitaux de jour et des consultations dédiées à ces patients qui sont mal compris et qui sont des fois pas pris au sérieux, alors qu'il y a une vraie symptomatologie. Et bien sûr, la troisième symptomatologie, elle est pulmonaire, où malheureusement, parfois, il y a des fibroses pulmonaires qui peuvent s'installer. Donc oui, il y a eu un Covid aigu, il y a eu un Covid chronique, et malheureusement, je pense qu'avec ces millions de personnes qui l'ont eu, on va avoir droit à des suivis à long terme de ces patients, soit par des séquelles objectives, qui sont la plupart du temps cardiovasculaires, pneumologiques et neurologiques, ou des séquelles subjectives qui sont dues à un mauvais support par rapport au post-Covid. Pose aussi la question, et là j'en finirai là-dessus avant de passer aux questions, des séquelles, non pas du Covid, non pas des autres pathologies mal prises en charge, ça tout le monde en a parlé, mais séquelles du confinement. On a eu le droit à des séquelles du confinement, à des gens qui sont devenus agoraphobes, à des gens qui ont été isolés et qui ont à cause de la sédentarité. Et on a donc des séquelles psychologiques qui sont parfois organiques, non pas dues au Covid aigu, non pas dues au Covid chronique, mais au confinement lui-même qui tarde et qui est trop long. Et donc, effectivement, c'est là qu'il faut rebondir, on aurait aimé prendre l'exemple d'Israël et faire en même temps une vaccination massive et un confinement beaucoup plus strict pour essayer justement faire en sorte que l'immunité de la vaccination prenne le pas sur les mutations et le rebond qu'on est en train de voir sur l'épidémie. Merci Emmanuel. Avant de vous poser quelques questions, je vais faire quelques remarques. La première remarque, c'est sur la situation où nous sommes à l'heure actuelle. La deuxième vague du Covid n'est pas liée à l'apparition d'un variant. Elle a commencé il y a longtemps, il y a déjà plusieurs mois. Et pour vous donner un exemple, au mois de septembre, on en était à 1 million de morts du Covid, c'est-à-dire 9 mois après l'apparition de la maladie. Mais depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire en 4 mois seulement, nous en sommes au 2e million de morts. C'est-à-dire qu'il y a une vraie accélération de la maladie, aussi bien en France qu'aux États-Unis, 400 000 morts quand même aux États-Unis à l'heure actuelle, et ça flambe aux États-Unis en dehors de tout contrôle, et aussi bien d'ailleurs qu'en Israël, puisqu'en Israël à l'heure actuelle, les hôpitaux sont dans une situation difficile. Et le point le plus inquiétant, c'est qu'on va voir apparaître dans le mois qui vient, ou dans les 2 mois qui viennent, l'apparition de variants dont a parlé Philippe Alphon, qui sont des variants plus contagieux. Celui qu'on appelle le variant
anglais. C'est dommage parce que ce sont les Anglais qui l'ont détecté, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est apparu en Angleterre. C'est simplement que les Anglais séquencent beaucoup plus que tous les autres pays du monde. Mais ces variants vont apparaître et donc la maladie risque de flamber. Et ce n'est pas parce qu'on a commencé à vacciner qu'on peut voir encore aujourd'hui les résultats de la vaccination. Cela étant, on a entendu des informations extrêmement positives de la part des Israéliens indiquant les effets favorables de la vaccination à partir du, disons, 15e jour après la vaccination, dire dans les 15 premiers jours, on n'a aucune immunité. Après 15 jours, la moitié des gens on commence à avoir des anticorps, mais il faut attendre la deuxième injection et une semaine après la deuxième injection pour être véritablement protégé. Mais là, il semble bien qu'on soit bien protégé et il semble bien, sans qu'on puisse en être sûr, il semble bien qu'on soit moins contaminant, mais ça, c'est la grande question qu'on ne connaît pas. Le deuxième point sur lequel je voudrais encore revenir, je prends trop la parole, mais il y a eu un article dans Nature hier ou aujourd'hui qui donne beaucoup d'indications sur les lésions du Covid chronique et notamment sur la maladie auto-immune qui survient chez un certain nombre de patients manifestement avec des aspects véritables d'encéphalite, y compris des atteintes du liquide céphalo-rachidien qui expliquent que le Covid n'est pas seulement une maladie aiguë. Et les gens qui disent on ne connaît pas les conséquences du vaccin à long terme, eh bien il faut leur répondre. On ne connaît pas les conséquences du Covid à long terme, mais on a toutes les raisons de penser que les conséquences du Covid à long terme sont certainement beaucoup plus graves que les conséquences du vaccin à long terme. Voilà. Alors, je vais maintenant voir les questions qui sont posées. Attendez que je reprenne mes SMS. Alors, l'une des questions, les questions essentiellement donc pour Philippe Alphon, pourquoi devoir attendre 3 mois entre une précédente infection au Covid et la première injection? Mais on n'attend pas une attente d'une précédente infection au Covid à la première injection. Je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait cette injonction. Les variants menacent-ils l'efficacité du vaccin? Ça, c'est la grande question. Je pense qu'on peut dire d'ores et déjà qu'on n'en sait rien. Apparemment pas pour l'anglais, mais peut-être pour le variant sud-africain. Et tout le monde doit-il se faire vacciner? Combien de temps pour voir les effets de la vaccination sur une immunité collective? Philippe, est-ce que vous pouvez répondre globalement à ces questions qui sont effectivement les questions auxquelles on s'attendait? D'accord. Donc, déjà, il y a beaucoup de questions et on va essayer de serrer les questions. En fait, les 3 mois, les 3 mois viennent tout simplement que, en fait, dans les essais vaccinaux, à la fois de Moderna et de Pfizer, il y avait donc des volontaires qui ont eu une infection à la Covid-19 auparavant. Dans les 3 mois, dans plus de 3 mois avant de se faire vacciner, ils ont quand même été inclus et sans avoir aucun problème, ni aucune manifestation particulière ni paradoxale à la vaccination. De ce fait, les recommandations ont été faites de l'EMA, en particulier de l'Agence européenne et de la NSM, ont été que finalement il fallait attendre au moins 3 mois après avoir fait une infection à Covid-19 pour pouvoir bénéficier d'un vaccin. Alors évidemment, ces 3 mois, c'est très théorique. D'abord, c'est pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une infection à Covid-19 qu'il va être protégé, parce qu'on sait qu'il existe chez certains patients une bonne immunité, mais chez certains patients, en fait, certains patients ne développent pas d'anticorps et certains patients vont perdre leur anticorps. Et on ne connaît pas exactement quel est le niveau d'anticorps qui permet réellement d'obtenir, après une infection naturelle par le coronavirus, qui permet réellement d'obtenir une protection. Et on sait très bien, on l'a tous vu, on a tous eu des patients, moi j'ai eu des patients qui ont eu des réinfections par le coronavirus. Donc, ce qui veut bien dire que l'immunité naturelle ne protège pas tout le temps. Et donc, même si une personne a fait une infection par coronavirus,
elle doit quand même se faire vacciner. Et les recommandations pour l'instant, c'est d'attendre 3 mois. Voilà d'où viennent les 3 mois. Ensuite, je voudrais peut-être rajouter, Philippe, pour les gens qui s'inquiètent, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a aucun risque à se faire vacciner quand on a eu le coronavirus, même si c'est avant les 3 mois. Simplement, on n'est pas du tout prioritaire parce que pendant quelques mois, on a de bonnes chances d'avoir une immunité. Mais les gens qui sont, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, n'est-ce pas, pour se faire vacciner, si par hasard on a eu, parce que les gens peuvent avoir une infection inapparente et ça n'entraîne pas de problème particulier. Je crois qu'il faut le souligner. Oui, non, mais c'est vrai que dans 80% des cas, comme en fait on ne fait pas une sérologie systématiquement et que dans 80% des cas, l'infection par la Covid-19 est asymptomatique, donc beaucoup de personnes certainement ont eu une infection à coronavirus, peut-être même, comme vous le dites, qui est peut-être plus récente, complètement asymptomatique et vont pouvoir se faire vacciner. Donc on parle évidemment des personnes pour lesquelles en fait il y a eu une infection à coronavirus symptomatique. Mais même pour cela, en fait, il n'y a pas eu de réaction particulière ni paradoxale ni effet secondaire particulier chez ces patients. Alors ensuite, il y a eu comme question, on va parler des variants. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de vaccin? Parce que je vois que mes questions me sont envoyées. Pourquoi est-ce que n'a-t-on pas de vaccin français en cours de développement? Alors on en a, hein. C'est simplement, comme vous le savez, il y a 2 vaccins français en cours de développement. Il y en a un à l'Institut Pasteur et puis il y en a un avec le consortium Sanofi GSK et Sanofi, donc le couple franco-allemand. Donc malheureusement, d'un point de vue industriel, évidemment, ça a été un choix qu'a poussé la communauté européenne de disposer d'un vaccin français ou franco-allemand. Et il y a eu donc des problèmes à la fois techniques et puis une moins bonne immunité qui était obtenue chez les personnes âgées. Et donc, ils ont décidé donc de surseoir la commercialisation de leur vaccin qui sera probablement prêt en fin d'année. Donc, et celui de l'Institut, ou alors en deuxième partie d'année, on ne sait pas exactement quand est-ce que ce vaccin sera prévu. Et donc, et pareil pour le vaccin qui va être préparé par l'Institut Pasteur, il n'est pas encore prêt immédiatement. Donc, il y a eu des efforts de fait par la France ou par les industriels pour ce faire, mais on n'est pas encore prêt. Puisqu'on parle, Philippe, puisque l'on parle des vaccins, la France n'est pas en avance, certes, mais on parle beaucoup. Que pensez-vous du vaccin chinois qui est distribué très largement à l'heure actuelle et du vaccin russe Sputnik, lequel est apparu, je crois, sans qu'il y ait véritablement de phase 3 et qui est également proposé à des prix largement inférieurs à ceux des vaccins ARN. Alors en fait, de manière paradoxale, ces 2 vaccins, et chinois et russes, confèrent en fait une très bonne immunité. Moi, j'ai un de mes amis qui fait partie du comité de vaccination, le professeur de Lambary à Marseille, qui est allé à la demande d'Emmanuel Macron dans une équipe auditée justement en Russie. Et en fait, ils connaissent très très bien la production vaccinale utilisant des adénovirus. Et donc, ils ont obtenu une efficacité à 92%, avec une stabilité de plusieurs mois à plus qu'à degrés. Pour le vaccin chinois, c'est un vaccin inactivé avec de l'aluminium qui donne une efficacité à 86%. Alors évidemment, la problématique avec à la fois, enfin surtout pour les Russes, c'est qu'en fait, ils n'ont absolument pas la capacité d'une production industrielle qui permettrait à la fois même d'une exportation mondiale et une production industrielle comme pourraient le faire des grands laboratoires pharmaceutiques comme le font Pfizer ou Moderna ou AstraZeneca. C'est simplement, voilà les limites. Mais en termes d'efficacité, ces 2 pays savent faire des vaccins, ils en ont déjà fait. Voilà. Alors, une question intéressante qui est posée, c'est est-ce que l'immunité cellulaire serait la même pour les vaccins ARN et pour les autres vaccins, les vaccins classiques?
puisque... Oui. Nous, ce que je sais, c'est qu'on fait... Vas-y. On fait, bon, je suis pas spécialiste de l'immunité, hein, mais ce qui est en train de se développer à Pompidou et dans d'autres centres, c'est qu'on fait des tests maintenant d'immunité cellulaire. Ils sont en train de mettre ça en place. Apparemment, c'est pas si compliqué que cela, justement pour les patients qui auraient une négativation de leurs anticorps, pour voir s'ils sont encore immunisés. Et leur conviction, c'est que l'immunité durerait bien 6 à 10 mois. Et donc, pour eux, à contrario, pour ceux qui ont déjà eu l'infection Covid, ils sont pas très pressés de les vacciner parce qu'ils pensent qu'ils ont une immunité qui durerait 6 mois, 10 mois, et qui même perdurerait malgré la négalisation des anticorps. Bon, c'est quelque chose qu'il faut évaluer. Alors après, savoir est-ce que différents types de vaccination permettraient de façon différente d'atteindre l'immunité cellulaire, moi, ça personnellement, je ne sais pas. On disait que les vaccins ARN seraient plus efficaces pour stimuler l'immunité cellulaire que les vaccins classiques. Philippe, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît logique? Alors, de toute façon, on a besoin à la fois d'immunité humorale et cellulaire, mais en tout cas, là, ce qui a été démontré en tout cas pour Moderna et Pfizer, c'est la production d'anticorps neutralisants. Et c'est comme ça, en fait, contre la protéine Spike, et c'est comme ça, en fait, qu'ont été déterminés un taux d'anticorps neutralisants suffisant. C'est ce qui a déjà été démontré dans les études précliniques, à la fois chez la souris et à la fois chez le chimpanzé, qui montraient que quand ils ont fait ce qui s'appelait des cross-challenges, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a injecté le vaccin, on injecte après le virus, et on voit finalement que les anticorps neutralisants permettent de protéger. Donc on voit quand même que ça, c'est l'immunité humorale. Ça, oui, c'est pour ça que aujourd'hui, dans la vaccination, c'est vraiment l'objectif, c'est de la production d'anticorps neutralisants qui est vraiment fondamentale, même si l'immunité cellulaire joue un rôle très important. Et d'ailleurs, nous, on a fait des études, on a un protocole en immunologie là, actuellement, où on voit que chez certains patients, il y a une anergie cellulaire, c'est-à-dire qu'en fait, une très mauvaise réponse cellulaire chez certains patients. C'est pour ça que l'immunité humorale joue un rôle très important et en tout cas, c'est celle qui est favorisée par ces vaccins. Je vois qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui et si on peut essayer de dire, parce qu'il y a énormément de questions, on va bien sûr. Il y a une question sur la durée de l'immunité vaccinale, parce que ça, c'est une question fondamentale. Et actuellement, bon, vous savez que tous les patients de l'essai clinique vont être suivis au moins pendant 2 ans. Et bien sûr, ils vont être mesurés chez ces patients le titre des anticorps neutralisants dont on en parlait, en tout cas dirigés contre la protéine S. Et actuellement, en tout cas, après 6 mois, on sait que le titre est très bon. Et la question, on ne sait pas aujourd'hui s'il va falloir revacciner tous les ans les patients, d'autant que, et je fais la transition sur les variants, d'autant qu'en fait, on ne sait pas justement si peut-être qu'il va falloir s'adapter tous les ans, comme ça se passe pour le virus de la grippe, à peut-être la fabrication d'un nouveau vaccin. Donc là aussi, c'est une question pour laquelle on n'a pas de réponse. Mais ce qu'on peut dire, c'est que finalement, ces plateformes vaccinales à base d'ARN sont une chance parce qu'en fait, ils permettent avec une rapidité extraordinaire de pouvoir se réadapter à d'autres souches et de produire très rapidement des vaccins adaptés aux variants. Si je peux faire un petit aparté sur les variants, c'est très surprenant et d'un point de vue virologie, c'est très surprenant d'observer des variants du coronavirus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un virus qui est très, très grand, qui fait 30 000 paires de bases et qui a un système, à la différence d'autres virus ARN, comme le virus du VIH, de l'hépatite C ou autres flavivirus et autres virus, il n'a pas de système, je ne vais pas essayer de être très technique, de correction des preuves. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une erreur d'incorporation d'un nucléotide, ben en fait, dans certains organismes, on ne peut pas le corriger et ça génère des variants. C'est comme ça qu'un variant est généré. Pour le coronavirus, il y a un système de correction des preuves. C'est comme s'il y a une correction qui permet d'enlever le nucléotide qui est mal incorporé lors de la réplication virale et qui va pouvoir mettre le bon nucléotide. Donc, en fait, pour ce coronavirus, on ne s'attend pas et on ne s'attendait pas à trouver un variant qui persiste et des variations de virus qui vont
persister et se disséminer. Donc c'est encore une question. Certains disent que peut-être qu'il y a parce que pour que ce soit vrai, il faut qu'il y ait une pression de sélection. Or, la pression de sélection n'y est pas, puisqu'on n'a pas réellement d'antiviral efficace contre le coronavirus, si ce n'est le remdesivir. Certains ont même mis l'hypothèse que peut-être que l'utilisation du remdesivir aurait pu, je mets des conditionnels, aurait pu peut-être sélectionner des variants, comme ça se fait dans beaucoup de maladies, où on sélectionne avec une thérapeutique des variants, ou des mutants, on va dire. Et donc aujourd'hui, on assiste donc à des variants qui en tout cas se propagent plus vite. Les premiers ont été découverts aux alentours du 17 décembre en Angleterre, avec des variations toujours, non pas seulement au niveau de la protéine spike, mais réparties sur tout le génome, mais en particulier au niveau de la protéine spike. Et en fait, on a remarqué que ces variants en fait, avaient une transmissibilité plus importante. Et aujourd'hui, il existe aussi des variants en Afrique du Sud, au Japon ou au Brésil, et donc qui inquiètent de par leur potentiel de contagiosité. Et certainement, comme vous l'avez dit Richard, c'est qu'on est en insuffisance de séquençage. Pourtant, on séquence des choses. Nous, à Marseille, on a séquencé, nous, dans notre laboratoire, on a isolé également des variants. Mais certainement qu'en fait, ces variants, la souche actuelle qu'on a, est en train de remplacer complètement la souche qui circule actuellement. La question de fond, c'est de se dire, est-ce que finalement, les vaccins vont protéger contre les souches qui circulent actuellement? Donc, a été fait, en fait, il y a eu des réponses de Moderna et de Pfizer avec un press release en préprint qui a été fait, un préprint qui a été fait au 7 janvier, qui a montré que sur l'ensemble des 17 mutations des variants UK, donc il y avait une protection qui avait été réalisée, mais il y a plus d'inquiétude pour ce qu'on appelle le variant sud-africain avec une mutation 484 qui poserait problème, parce que peut-être qu'elle échapperait, c'est du conditionnel, au vaccin. Donc voilà où on en est actuellement. Donc il y a une vigilance et une surveillance qui est indispensable à mettre en place, qui tarde à se mettre en place en France, je dois vous le dire. Puisque actuellement on n'a pas réellement une connaissance exacte de la circulation des virus qui circulent complètement en France. Philippe, si je peux intervenir, est-ce que tu ne veux pas dire un mot sur le problème de la femme enceinte et de l'hypothétique aspect stérilisant du vaccin et de la pertinence de vacciner les femmes enceintes? Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, évidemment, pour l'instant, en fait, les femmes enceintes, en fait, ce n'est pas une contre-indication, c'est une non-indication. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que dans les essais vaccinaux, donc pour l'instant, on n'indique pas de vacciner les femmes enceintes. Il est arrivé dans les essais que des patientes en fait entrent comme volontaires dans les essais, se fassent vacciner et puis tombent enceintes. Et il y a eu un suivi évidemment qui a été fait. Il n'y a eu aucun problème à la fois pour la grossesse et pour la délivrance et l'enfant qui est né. Donc ça, je crois que c'est extrêmement rassurant. Alors c'est pas pour autant de dire aujourd'hui. Puis il y a eu un bruit aussi qui a circulé, puisqu'il y a énormément de bruits qui ont circulé, qui ont dit que peut-être que les vaccins rendaient, j'ai entendu, et on en a parlé toi et moi Emmanuel, savoir si est-ce que rendaient les femmes infertiles. Alors là aussi, il y a eu des news qui ont circulé, parce qu'il y aurait peut-être une homologie entre la syncytine 1 du placenta et la protéine spike, et ça donnerait des anticorps anti-syncytine chez les patientes là aussi. C'est une fake news, il n'y a jamais eu d'anticorps produits. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment il faut rassurer et inciter à la vaccination. Alors pour les femmes enceintes, moi je dirais, pour l'instant, je ne dirais pas de vacciner. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation de vaccination des femmes enceintes. Aujourd'hui, il y a, je pense, à mon avis, des priorités parce qu'on est en tel manque de vaccins. Je pense qu'il y a d'autres populations beaucoup plus importantes à vacciner qui sont à risque que les femmes enceintes aujourd'hui. Mais je crois que sur ce point-là, en tout cas, on peut être très rassurant de par les données qu'on a provenant évidemment des essais cliniques. Et puis, on va accumuler des données. En Israël, c'est de manière extraordinaire. Vous avez entendu à quel point est organisée la collecte des informations à l'échelon d'un pays. Et bien sûr qu'on va avoir aussi des données sur les femmes enceintes en vie réelle.
et on pourra à ce moment-là être encore plus rassurant et pouvoir affiner notre réponse. Alors, je voudrais que l'on réponde, enfin, je vais répondre moi-même d'ailleurs. Il y a une question de Jean-Marc Ménat à tous les conférenciers. Les informations faisant état d'une flambée épidémique avec surmortalité en Israël depuis la campagne vaccinale accélérée sont-elles fondées? Moi, je voudrais vous répondre parce que la façon dont la question est posée n'est pas la bonne. Puisque quand vous décrivez flambée épidémique avec surmortalité depuis la campagne vaccinale accélérée, cela sous-entend, et ça c'est le principe de ces fake news, cela sous-entend que c'est la campagne vaccinale qui a entraîné une surmortalité, ce qui est totalement faux. Il y a eu des articles, comme vous le savez, qui sont passés indiquant qu'il y avait une mortalité ou une fréquence très importante de Covid chez les patients vaccinés. Tout cela est absurde. Il y a une situation d'aggravation de la situation du Covid en Israël. C'est une des justifications du vaccin, mais pour que le vaccin soit efficace, il faut attendre longtemps, il faut attendre quelques semaines et de préférence la deuxième dose, et il faut qu'il y ait beaucoup de gens vaccinés. Donc le fait qu'il y ait une surmortalité et qu'en même temps on vaccine beaucoup de personnes, ça ne signifie certainement pas que c'est parce qu'on a vacciné beaucoup de personnes qu'il y a une surmortalité. Ce genre de fake news est dramatique et il faut le… Oui. Si je peux ajouter, il y a une question mais qui rejoint votre propos, Richard. C'est est-ce que le vaccin, alors la question est posée comme ça, apparemment le vaccin n'empêche pas la contagiosité, est-ce vrai? Alors je dois dire que dans les études, en fait pour l'instant, on ne sait pas encore si la vaccination est ce qu'on appelle stérilisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle empêche la transmission du virus, puisque les objectifs en fait de la vaccination a été d'empêcher la maladie à coronavirus. Et on n'a pas étudié la transmission du virus. Certainement, il y a d'autres études complémentaires qui sont en train d'être réalisées, qui vont étudier cela. Il est probable qu'on bloque la transmission du virus également, mais ça n'a pas été l'objectif de ces essais. Donc, on ne peut pas aujourd'hui répondre avec certitude si le vaccin empêche la transmission. Mais plus on va vacciner de personnes, plus on va obtenir une immunité collective qui n'a pas été obtenue naturellement. Et là, à ce moment-là, évidemment, on va pouvoir obligatoirement avoir une diminution très importante de la transmission du virus. Voilà ce que je peux dire pour complémenter cette réponse. Alors, pour voir par rapport à certaines questions, effectivement, l'histoire du délai, parce que je vois, moi, je suis responsable d'un centre du délai entre la première injection et la deuxième injection, a rendu la campagne de vaccination très compliquée. Et c'est vrai qu'on aurait aimé finalement peut-être avoir des vaccins type Johnson & Johnson, enfin qui arrivent plus vite ou qui sont plus faciles à conserver et qui permettent d'immuniser le patient au bout d'une seule injection. Et tout ce problème des 3 semaines, d'abord, c'est un problème logistique majeur, c'est un problème de dose aussi, et c'est un problème que les gens peuvent un peu baisser la garde entre la première injection et la deuxième injection, et finalement s'affecter parce qu'ils ne sont pas complètement… Bien sûr. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on vient de recevoir une annonce en disant que finalement, on peut aller jusqu'à 42 jours entre la première et la deuxième injection. Parce que justement, pourquoi on est allé si loin? Parce que, à mon avis, il peut y avoir un rattrapage, comme tu le disais, Emmanuel, c'est que peut-être qu'on va rater certaines personnes et qu'on va les rappeler pour bien leur dire qu'ils ont absolument besoin de la deuxième injection pour obtenir une protection à 95%. Et puis peut-être, c'est parce qu'on n'aura peut-être pas assez de doses, tout simplement, d'un point de vue logistique, pour pouvoir administrer la deuxième dose. Donc peut-être que 21 jours ne vont pas suffire et qu'il va falloir attendre 42 jours peut-être pour ça. Donc, parce que comme aujourd'hui on est livré au compte-gouttes, tu me le disais Emmanuel, dans ton centre, nous on a un peu plus de chance dans notre hôpital où on a suffisamment de vaccins, mais c'est possible aussi que la difficulté d'approvisionnement fait que les autorités, aujourd'hui on a une note de la DGS nous disant qu'on pouvait aller jusqu'à 42 jours. Mais c'est basé sur pas grand-chose, hein? Non. Oui,
Enfin, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a des raisons virologiques d'être inquiet de l'allongement de ce délai entre 20 et 42 jours, Philippe? Parce que finalement, il y a des tas de vaccins pour lesquels l'injection de rappel a lieu beaucoup plus tard que 21 jours après. Non, non, mais absolument. Je pense qu'à mon avis, il n'y a pas de raison. Et d'ailleurs, ça a été fait en accord avec les laboratoires pharmaceutiques. Hein. C'est avec un accord de Pfizer. Donc, je pense que si Pfizer a donné son accord pour cela, c'est certainement qu'ils avaient les données supportives pour pouvoir appuyer une protection qui pouvait monter jusqu'à 95%. Alors, il y a une question qui est posée sur les pathologies auto-immunes. Je recommande à la personne qui a posé cette question de reprendre, de lire l'article qui est paru hier sur Nature et qui fait une analyse de ce problème qui me paraît extrêmement intéressante, et ça suggère que oui, et qu'il est tout à fait possible que le Covid puisse entraîner ultérieurement des pathologies de type auto-immun. Ce n'est pas la première fois, les cardiologues savent très bien que, n'est-ce pas Emmanuel, qu'à la suite d'une maladie qui n'est pas virale mais bactérienne comme l'angine streptococcique, il y a quelques mois et quelques années plus tard, des lésions valvulaires cardiaques qui sont notables et qui sont manifestement, qui ne sont pas de type bactérien, mais de type immunologique. Ouais. Nous, on a travaillé là-dessus sur le Covid et on a montré qu'effectivement, il y avait une augmentation du lupus anticoagulant, hein, qui est un des 3 anticorps sur le syndrome des antiphospholipides ou qui peuvent générer une sorte de lupus, qui est une maladie auto-immune. Donc, il y a cette auto-immunité sous-jacente, il y a cet aspect neurologique, cardiovasculaire, pulmonaire. On va les suivre pendant longtemps. Ça, c'est clair. Et dans cette étude dont je parle, il suggérait qu'on pouvait trouver dans le Covid des anticorps contre la molécule qui maintient la cohésion des cellules l'une avec l'autre, et que ça expliquerait l'augmentation de perméabilité cellulaire qui est engendrée par la maladie. Donc tout cela est effectivement, c'est une maladie que l'on découvre, et c'est une maladie extrêmement complexe, beaucoup plus complexe que simple pathologie. Il y a encore une question sur la durée entre les 2 doses. Clairement, si on peut avoir la deuxième dose après 21 jours, c'est mieux. Et c'est un pis-aller que d'aller jusqu'à 42 jours, parce que ça a été fait parce que tout simplement, d'un point de vue, à mon avis, logistique, ils anticipent peut-être de ne pas avoir suffisamment de doses pour pouvoir le faire. Alors, je crois que nous avons vu l'ensemble des questions qui nous ont été posées. Je crois que si l'on peut conclure cet exposé, nous arrivons à 1 heure. Je voulais remercier Philippe Alphon et Emmanuel Messas, et je voulais dire à chacun des auditeurs que chacun d'entre nous doit être un vrai protagoniste de l'appel au vaccin. Je crois que les sceptiques de la vaccination ont fait un énorme mal. On s'aperçoit aujourd'hui que les gens demandent à être vaccinés beaucoup plus que ce qu'on pensait il y a un mois, et peut-être que ça a été une erreur d'accorder autant d'importance aux vaccinosceptiques, mais en tout cas, ces vaccinosceptiques entrent dans la catégorie, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils entrent tout à fait dans la même catégorie complotiste que celle qu'on voit se développer dans d'autres facteurs que la médecine. Voilà, je vous remercie à tous. Merci. Et à bientôt. Merci à très bientôt. Merci beaucoup.